Et du coup, tu veux nous parler de quoi, Mika, aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler d'une de mes séries d'animation préférées, Ouais, aussi appelée animé. oui. Vous en doutez donc, je vais parler d'animation américaine et non pas japonaise, puisque je vais vous parler d'une série qui pourrait faire de l'ombre aux animés japonais. Je vais vous parler de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Yes, cool. Eh ben, je te propose qu'on y aille dès maintenant et qu'on commence à parler du dernier maître de l'air. Bien, dans ce cas, allons-y. Le dernier maître de l'air, alors vous l'avez peut-être compris peut-être au fil des discussions qu'on a eues en pré-enregistrement lors des dernières émissions et des dernières interventions. J'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup les mangas, mais j'aime aussi ceux qui s'en rapportent et les bonnes choses. Et il se trouve que la série dont je parle aujourd'hui est une très bonne chose qui n'est pas japonaise, mais qui s'y rapporte un petit peu, puisque je vous parlais d'Avatar, le dernier maître de l'air. Alors qu'est-ce que c'est? Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un dessin animé qui a été produit par Nickelodeon. Donc, ce sont les mêmes qui font Bob l'éponge, les Razmoquettes, donc essentiellement des dessins animés pour enfants. Mais vous allez voir que, au fil de mon explication, cette série n'est pas qu'une série pour les enfants. Elle a été créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, fait 61 épisodes divisés en 3 saisons, et elle a été, pour sa première diffusion, diffusée entre 2005 et 2008. Alors, l'histoire d'Avatar, le dernier maître de l'air, est assez simple en soi, et très complexe à la fois, puisqu'elle aborde beaucoup de thèmes, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors, le pitch de base est raconté à chaque début d'épisode, puisque c'est de l'intro et le générique, qui nous est narré par un des personnages principaux, sur lequel je reviendrai également plus tard. C'est l'histoire de Aang, un jeune maître de l'air qui s'est retrouvé bloqué dans un iceberg pendant plus de 100 ans et qui est découvert par un frère et une sœur, Katara et Sokka, 100 ans après sa congélation. Il est retrouvé près du pôle sud. Alors le pôle sud, le pôle nord, l'ouest et l'ouest, tout cela n'est pas sans nous rappeler notre propre univers, et pourtant celui-ci est très singulier puisque c'est un univers qui est divisé en 4 grandes factions, la faction de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar. Un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Vous l'avez bien compris, Avatar, le dernier maître de l'air, vu que son nom l'indique, va parler des 4 éléments, et donc les 4 éléments représentent ici les 4 grandes nations qui sont représentées dans cet animé. Alors, nos protagonistes sont les suivants, il y a d'abord Aang, jeune maître de l'air et dernier maître de l'air, on verra pourquoi plus tard, et Katara et Sokka qui sont 2 membres de la tribu de l'eau du pôle sud, et qui vont expliquer à notre jeune Aang, qui vient juste de sortir d'un iceberg, que pendant les 100 ans où il a été absent, eh bien, la guerre fait rage dans le monde qu'il a quitté. Puisque il y a 100 ans, dans le passé de cet univers, la nation du feu a décidé d'envahir les 3 autres afin de, je mets des gros guillemets mais vous les voyez pas, partager leurs connaissances et leur paix avec le reste du monde. Voilà, je vous laisse faire les parallèles tout seul avec le véritable monde, mais il se trouve que donc du coup évidemment c'est une nation qui s'est laissée envahir par le désir de progrès et surtout le désir de conquête, et qui a décidé d'attaquer la nation de la terre, la nation de l'eau et la nation de l'air. Et évidemment ce fameux Aang, comme vous l'aurez compris, eh bien c'est l'Avatar. Qu'est-ce que l'Avatar? L'Avatar, comme son nom l'indique dans le titre de la série, c'est celui qui fait la passerelle entre les 4 éléments. C'est celui qui peut maîtriser les 4 éléments, qui peut donc maîtriser la terre, maîtriser l'eau, maîtriser le feu et maîtriser bien sûr l'air. Puisque vous l'aurez compris, la série parle du dernier maître de l'air. Il s'agit donc de Aang, notre protagoniste. Sa quête va donc être la suivante, il va devoir maîtriser les 4 éléments afin de restaurer l'équilibre, puisqu'il va devoir mettre fin à la guerre en allant mettre un terme aux agissements de son pire ennemi, on l'appelait comme ça, le seigneur du feu, Ozai, qui est actuellement en guerre contre le reste du monde.
Il est également plus que ça, puisque l'avatar est également un être qui fait la passerelle entre le royaume des vivants et le monde des esprits, puisque c'est un monde qui est très spirituel, très riche, et c'est justement pour ça que cet univers est si fascinant, et c'est pour ça qu'on va se plonger à l'intérieur, et que j'adore cette série. C'est parce qu'elle possède 3 choses qui la rendent extrêmement intéressante. La première de ces choses, c'est son univers. On n'est pas sur l'univers de Bob l'éponge, hein, vous l'avez peut-être compris, donc je vous parle de guerre, je vous parle d'un univers divisé en 4, on n'est pas à Spongetown, non, on n'est pas en train de faire des pâtés de crabe, non. Là, Nickelodeon a pris un pari, celle de diffuser un dessin animé pour les enfants, le public ciblé est très jeune, mais pourtant l'univers est très riche. Alors, il y a en réalité 2 univers et non pas un seul, puisqu'il y a le monde des esprits, qui permet justement de raccrocher l'enfant à quelque chose qui lui permette de rêver, quelque chose qui puisse le placer dans un monde fantastique, et également le monde physique, le monde des humains, le monde dans lequel se passe la plupart de l'action, et qui permet d'ancrer le récit dans un monde tangible, avec de véritables références à notre monde réel, avec des références à des traditions, des contes et des histoires de notre monde, qui sont pour la plupart basées sur la culture orientale. Puisque de très nombreuses références sont glissées dans cet univers, notamment à consonance orientale, puisqu'il y a des notions d'architecture, essentiellement chinoises, japonaises, indiennes, thaïlandaises, taïwanaises. Il y a également bien sûr des costumes, puisque chaque tribu, chaque peuple va avoir une référence attitrée, ou plutôt en tout cas qui est un peu montré. Donc, par exemple, la nation du feu va plutôt avoir des costumes traditionnels plutôt et des vêtements plutôt japonais de la période Meiji. L'empire de la terre, ce sera plutôt le grand empire chinois, donc avec des kata et des yukata. Il y aura également la Corée qui est représentée dans le royaume de la terre. Bref, énormément de références au royaume, à la culture orientale. Les musiques également utilisées vont aller chercher des instruments traditionnels de ces cultures-là. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà, si vous avez 2 petites minutes, chers auditeurs, d'aller écouter le thème de l'Agni Kai. Alors l'Agni Kai qui est un combat rituel de la nation du feu, qui est joué avec un instrument qui est extraordinaire de puissance vocale. C'est un instrument à cordes, et ce thème est incroyable, donc je vous invite à aller l'écouter. Bien sûr, cet univers possède également, vous l'avez compris, puisque c'est un univers en guerre, possède également des systèmes politiques. Un système politique par peuple, par nation. Je vais donc vous les détailler pour que vous compreniez un petit peu pourquoi cette série est très dense et surtout peut se raccorder à l'univers que l'on connaît. Puisque par exemple, Nation du Feu, qui sont donc les méchants de la série, c'est un système féodal, très inspiré du Japon féodal, fédéré autour d'une sorte de shogun qu'on appellera ici le seigneur du feu, et d'un système autocratique très fort, qui faisait bien entendu référence au Japon. Vous avez également l'Empire de la Terre, donc c'est un empire très vaste, c'est le plus grand de tous les continents et de tous les empires. Les terres sont immenses, avec une capitale qui est un état-capitale, avec un roi fantoche qui est contrôlé par une police politique. Vous l'avez compris, la référence ici avec la Chine ou la Russie est à peine dissimulée. La tribu de l'eau,
les tribus de l'eau plutôt, puisqu'il y en a deux, il y a le pôle sud et le pôle nord, fait également référence à notre propre monde, puisqu'il y a également des tribus éparses qui se trouvent par exemple en Russie, avec les peuples de Sibérie, ou bien les Inuits, qui sont des peuples semi-nomades, qui vivent en communauté familiale sous la direction d'une cheftaine-rie, qui sont souvent des matriarcats. Et enfin, le peuple de l'air qui n'a pas de nation à proprement parler, puisqu'il s'agit de nomades qui vivent en communion avec le ciel, les esprits et les animaux. Ce sont des êtres non violents qui sont régis par un conseil d'anciens philosophes sous la direction d'un plus grand hiérarque. Vous l'avez compris, il fait également ici référence au Dalai Lama et au peuple tibétain. Chacun de ces peuples ayant également un code vestimentaire se rapprochant de ces nations. Chaque élément possède également une maîtrise. Vous l'avez compris, ça reste quand même un dessin animé avec une histoire et bien sûr quelque chose à raconter. On est dans un monde en guerre mais également un monde fantastique, donc il fallait que ce soit quelque chose de visuel. Et donc pour symboliser cette séparation entre les 4 éléments, il fallait donner à chaque élément un style visuel qui était propre. La particularité de cet animé, c'est que il existe ce qu'on appelle des maîtres. Des maîtres qui vont maîtriser l'élément qui leur est affilié. Il y a par exemple les maîtres de la terre qui maîtrisent, c'est à vous? La terre. Bon, bonne réponse, La bien terre, joué, bien le joué. métal, le sable. Les cailloux. Qui va trop loin en Les besogne, maîtres de l'eau tu sais. qui maîtrisent l'eau, bien sûr, voilà. Oh là. Donc les maîtres du feu qui maîtrisent le feu, et le maître de l'air, puisqu'il n'y en a qu'un seul, vous l'avez compris, c'est le titre de la série, qui maîtrise L'air. l'air. Bonne réponse, bien entendu. Et donc il fallait que ce soit visuellement toléré, il fallait qu'il y ait des bases pour cet univers et que ce soit tangible. C'est pour ça que les créateurs de la série ont pris une décision qui selon moi est une des meilleures décisions qui a été prise dans l'animation de ces 30 dernières années. Ça a été d'astreindre un art martial à chaque élément. Ça c'est classe. Chaque maîtrise d'élément fait référence à un style visuel, un style d'art martial pour le symboliser, et qui également symbolise ce que pourrait représenter cette maîtrise. Par exemple, les maîtres de l'eau ont un style tai chi. Vous savez peut-être ce qu'est le tai chi, vous savez que c'est une discipline essentiellement de relaxation basée sur la fluidité des mouvements. C'est un art martial qui est dit interne, qui est plutôt sur le développement d'une force souple et très dynamique, et c'est pour ça que les mouvements des maîtres de l'eau sont très fluides, comme si on allait accompagner l'eau. Et donc ça corrèle très bien avec un art martial qui est une maîtrise qui est censée justement déplacer quelque chose de très mouvant comme l'eau, bien entendu. À l'inverse, par exemple, du royaume de la terre, qui au contraire est très enraciné. On va donc utiliser le style Ungar. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un style qui est très agressif, qui est connu pour des positions très basses et très stables, qui est principalement basé sur la force avec utilisation énorme des points et des systèmes de blocage sur un travail de l'énergie intérieure. Alors tout ceci est peut-être un peu obscur, mais ça reste évidemment très lisible dans l'animé, puisque lorsqu'un maître de la terre va vouloir faire bouger un rocher, c'est normal qu'ils doivent lui mettre une patate par exemple, tout simplement. Pour faire avancer un rocher, il faut être plus dur que lui, et donc du coup ce style s'adapte parfaitement à cette maîtrise. Par exemple, pour le style du feu, le style de la maîtrise du feu, ils ont utilisé le kung-fu des moines Shaolin, qui ce sont des postures très larges avec des déplacements très amples et des enchaînements sans temps mort, des enchaînements très rapides qui peuvent montrer la férocité et la précision des impacts qu'il faut pour justement montrer la mortalité, la létalité, ainsi que la férocité du feu. Et enfin, le style pour notre cher Aang, le seul maître de l'air de la série, c'est le style du Bagwazang. Alors c'est un style très peu connu, mais qui est plutôt recherché sur la décontraction, la fluidité. Le principe est tout simplement de faire énormément de rotation, c'est une stratégie qui est basée sur le contournement, qui va très bien avec la philosophie des maîtres de l'air. Les maîtres de l'air qui, je vous rappelle, sont des êtres non violents. On ne va pas chercher le contact, on va plutôt chercher à l'éviter, à l'esquiver. Ce qui va donc parfaitement collé avec le style de l'air et ce qui donne à cette série un style graphique très particulier et extrêmement lisible. On sait tout de suite quel personnage possède telle maîtrise, puisque c'est intrinsèquement lié à ses mouvements, à son style vestimentaire, à sa culture, mais justement en parlant des personnages et de ceux qui les impliquent, eh bien que serait une bonne série avec un bon univers certes, mais sans bons personnages. Bien rassurez-vous, Avatar le dernier maître de l'air, c'est une série avec énormément de personnages, mais surtout des personnages très intéressants. On va donc commencer par le personnage principal, donc Aang, qui est une passerelle
âgé seulement de 10 ans, alors 112 ans au total, hein, puisqu'il est resté bloqué 100 ans dans un iceberg, mais c'est un enfant de 10 ans qui va devoir en fait s'habituer à son rôle d'avatar, qu'il a plutôt refusé dans un premier temps, puisque c'est difficile de vous entendre dire à 10 ans que vous allez devoir restaurer l'équilibre et mettre à bas une société qui tente d'agresser les vôtres. C'est un peu dur à digérer quand vous avez 12 ans. C'est clair. Et donc du coup, il va devoir, il va devoir partir à la recherche de maîtres pour lui enseigner les 3 autres éléments, la terre, l'eau et le feu, et va également devoir accomplir une quête spirituelle. Comme vous l'avez compris, j'essaie de pas trop spoiler la série, juste pour vous donner envie d'y aller, mais il y a un petit truc qu'il va falloir que je vous renseigne. Je vous le rappelle que les maîtres de l'air sont des êtres non violents. Or, le pitch du départ, c'est qu'il doit aller tuer le seigneur du feu. Comment, dans ce cas-là, voulez-vous concilier votre propre perception de l'univers si vous devez la mettre complètement en opposition avec ce qui vous est demandé de faire par ce même univers? Et donc il va essayer de trouver une réponse à cela en essayant par tous les moyens de trouver une réponse à est-ce que je dois plus être un avatar ou est-ce que je peux rester moi-même? Est-ce que ma quête spirituelle va devoir va me faire abandonner mon idée d'élévation spirituelle ou est-ce qu'au contraire il va y arriver? Ça je vous laisserai le découvrir en regardant l'anime. Il est également accompagné, parce qu'évidemment une bonne quête s'accompagne toujours de personnages principaux et secondaires. Alors il est accompagné par les 2 personnages qui l'ont découvert dans l'iceberg, donc Sokka et Katara. Je vous l'ai dit, ce sont 2 membres de la tribu de l'eau du pôle sud. Donc il y a Sokka, le plus âgé du groupe, c'est l'aîné, c'est un personnage très attachant, il est désopilant, là souvent, la plupart du temps, malgré lui, puisqu'il lui arrive très souvent beaucoup de problèmes qu'il se crée la plupart du temps tout seul. Alors du coup, c'est un personnage très attachant puisqu'il nous rappelle un peu le personnage un peu gauche, c'est un adolescent, c'est un début d'adolescent et donc du coup il est forcément un peu, un peu borné, il est très têtu, mais en même temps il est très courageux, il est plein d'amour et il est très attachant. C'est un personnage qui est selon moi un personnage très drôle, et qui est secondé par sa petite sœur Katara, qui tient le rôle dans cette petite confrérie d'amante et de maman du groupe. Elle est le caractère, la touche féminine du groupe, mais attention, quand je dis féminine, c'est pas au sens où elle est douce et fragile, attention. On parle d'une femme qui est très forte, c'est une maître de l'eau, au départ une maître de l'eau novice, mais qui va le devenir par le suite de la série une maître de l'eau accomplie, voire même une des meilleures maîtres de l'eau du monde. Elle incarne une héroïne forte, indépendante, mais qui sait également se rendre indispensable. Pour ne pas spoiler et citer Sokka dans sa propre série, ils ont perdu tous les 2 leur mère très tôt à cause de cette guerre, et il indique que c'est Katara qui a rempli le rôle de la maman après la disparition de sa mère, et forcément quand vous avez des personnages qui ont environ 13-14 ans, ça vous les met là quoi. Voilà. Vous êtes face à un groupe de jeunes qui effectivement a 10 ans, donc les enfants peuvent s'y identifier, mais qui n'ont pas vécu la même chose que vous, puisque vous êtes devant votre télé, et ce sont des gens particulièrement touchants. En parlant de choses particulièrement touchantes, il y a un autre groupe, alors il reste un 4e membre du groupe, mais sur lequel je reviendrai plus tard, parce que c'est mon personnage préféré. Je vais d'abord vous parler des méchants. Mais pas n'importe quel méchant. Je vais vous parler des méchants principaux, des méchants que l'on va revoir toute la série. Il s'agit de Zuko et d'Hiro. Alors Zuko et Hiro sont 2 personnages de la Nation du Feu. Zuko est un garçon de 16 ans, donc un adolescent, qui a été banni de sa nation par son propre père, le seigneur du feu Ozai, puisqu'il s'agit du prince de la Nation du Feu, et sa mission est de traquer l'avatar, donc il va le traquer sans relâche pour retrouver son honneur perdu, puisqu'il a été banni juste après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un Agni Kai. C'est un duel rituel au cours duquel 2 maîtres du feu vont s'affronter dans un duel de feu, vous l'avez compris, et il va en fait se faire défier à l'âge de 13 ans par son propre père, qui va décider de lui enseigner la discipline en lui cramant la moitié du visage. Ce qui en termes d'éducation se pose à peu près là. Voilà. Il rigole pas, j'ai l'impression. Non, on n'est pas là pour rigolader, non. Non, le père Ozai, il est pas là pour rigoler. C'est pas Joe le rigolo, ouais. Non, c'est pas Joe le rigolo, non, effectivement. Et donc, du coup, il va bannir son propre fils à l'âge de 13 ans et lui envoyer parcourir le monde à la recherche de l'avatar qui, je vous le rappelle, a disparu depuis plus de 100 ans. Donc, ça fait 3 générations qu'il le cherche, puisqu'il représente la plus grande menace pour la Nation du Feu. Et donc, lui, pour retrouver son honneur, il va devoir retrouver l'avatar.
Mais ce n'est pas simplement juste un méchant pour être méchant. En fait, il a des antécédents, vous l'avez compris, mais c'est également un jeune adolescent qui se cherche. Et donc, pour l'aider dans sa recherche et sa quête également spirituelle à lui aussi, eh bien, il y a Hiro, l'oncle de Zuko, qui va partir avec lui. Il est son père de substitution, c'est son soutien moral, il est également son maître du feu, c'est un maître du feu très accompli, c'est un ancien général très aimé de la nation du feu et surtout très connu. Il est un père spirituel, il est également un philosophe et amateur de thé. C'est un personnage très drôle qui prend souvent les choses, on dirait par-dessus la jambe, mais surtout avec beaucoup de recul et de philosophie. Ça va être un petit peu le personnage moralisateur, sans l'être. Il va juste donner des leçons, essayer de donner des conseils à tous les personnages qui lui en demanderont, puisqu'il est en réalité le personnage que tous les personnages de la série souhaitent devenir, puisqu'il est un peu le symbole spirituel, et comme toute cette série, vous l'avez compris, parle beaucoup de spiritualité, chacun des personnages va essayer finalement de devenir un peu l'oncle Hiro, le personnage qui finalement n'a plus rien à devenir puisqu'il est déjà devenu ce qu'il devait être. Waouh, C'est beau. On va ensuite parler des autres méchants, puisqu'il en reste d'autres, vous l'avez compris, donc le grand méchant Ozai, là pour le coup, je dois faire un petit point noir sur la série, c'est que c'est le méchant principal de la série. Il y a quand même 2 bons points sur ce méchant, c'est qu'il n'apparaît pas pendant 2 saisons. Oui, Voilà, ça. il avait passé près de 40 épisodes sans le voir, sans voir son visage. Il est là, il est une menace, il est représenté pour le monde entier, mais personne ne sait à quoi il ressemble avant le début de la saison 3. Et l'autre petit point positif, c'est qu'il est doublé en langue originale par C'est Marc Hamill. Marc C'est Hamill, Hamill, effectivement. putain. Ah, c'est Marc Hamill qui double le personnage d'Ozai, Yes. ce qui est un peu badass. Alors pour la version Ça pose française, des je l'ai pas. couilles là, quoi. Ah ouais, mais pour la version française, je l'ai pas précisé, mais c'est quand même le doubleur. Alors, excuse-moi, j'ai avalé son nom, mais je l'ai pas noté. Mais c'est le doubleur de Dumbledore et de Gandalf Ah d'accord. qui double l'oncle Hiro en français. Voilà, vous choisirez votre doublage. Je trouve que les deux sont extraordinaires. Enfin, la version originale est très bien, mais le doublage français est extraordinaire également. Voilà. Le problème de Ozai, c'est que c'est un méchant un peu lisse. Il est méchant parce que son père avant lui avait commencé la conquête. Malgré tout ce que les autres personnages, il ne subit pas de développement. Il est très effacé. Mais c'est Il est tout de juste même méchant, quoi. Voilà, il est juste méchant pour être un peu méchant. Voilà. Mais rassurez-vous, puisque ce n'est pas tout à fait le méchant qui reste principal la plupart, tout au long de la série, puisqu'il y a également 3 autres méchants. 3 autres méchants qui sont, pour moi, les méchants les mieux écrits je crois presque de tous les univers confondus. Ah ouais. À part peut-être celui de Death Note, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, c'était vachement stylé. Mais ce sont des méchants extrêmement bien écrits, puisqu'il s'agit de 3 jeunes filles. Azula, donc la fille d'Ozai et la sœur de Zuko, Mai et Ty Lee. Je vous le dis, ce sont 3 jeunes filles qui se connaissent, qui ont fait l'école ensemble, qui sont 3 filles de la nation du feu. Il y a donc Ty Lee, une jeune fille extravertie qui sort d'une famille de 7, une fratrie de 7 jeunes filles qui se ressemblent toutes. Et donc forcément, pour sortir du lot, elle va essayer de trouver sa propre énergie, de trouver sa propre voie. Il y a également Mai, une jeune fille très ténébreuse, un peu dans la série des gothiques, qui pense un petit peu que montrer la moindre émotion est une sorte de faiblesse au final, et que ce n'est pas une bonne chose. Mais on apprend dans la série pourquoi elle est devenue comme ça. Et il y a bien sûr le personnage d'Azula. Le personnage d'Azula, c'est un personnage extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une jeune fille, donc le même âge à peu près que Zuko, c'est sa petite sœur, donc elle doit avoir 15 ans. C'est une psychopathe manipulatrice qui désire plus que tout en fait conserver, qui se considère en fait comme parfaite. Voilà, elle se considère comme parfaite, elle a une hubris totalement exacerbée, et sa seule raison d'être est tout simplement de rendre fier son père. Puisqu'elle a vu... C'est une jeune fille extrêmement douée, c'est une maître du feu extraordinaire. Elle est d'ailleurs la seule de la série à maîtriser la flamme parfaite. C'est la seule maître du feu à maîtriser les flammes parfaites, puisqu'elle crache des flammes bleues et non pas orange comme le reste des maîtres du feu. Elle possède donc un feu qui brûle plus que les autres. Si je sais pas si un feu peut brûler plus que les autres, mais en tout cas elle est donc extrêmement dangereuse, elle est extrêmement intelligente, et elle va mettre à mal beaucoup de fois l'équipe de l'Avatar. Et pourtant c'est quand même un personnage qui est très attachant, parce que c'est un personnage qui en fait on adore la détester, et en même temps on peut aussi la comprendre, puisqu'il s'agit d'une jeune fille. Et ce n'est pas un adulte qui a fait ses choix au fur et à mesure et qui reste bloqué dans ses convictions. Non, en fait elle est tout simplement bernée et leurrée, parce que c'est une jeune
jeune fille qui se cherche également et qui ne sait pas où est-ce qu'elle doit se mettre, et en fait c'est sa propre hubris qui va la conduire à sa folie, parce que finalement c'est le seul comportement qu'elle a eu qu'elle a vu et qui l'a réconfortée dans toute sa vie de jeune fille, puisque la seule personne qui est limite c'est son père, et aux yeux de son père elle est sa fille chérie, elle est sa fille prodige, elle est une arme plus qu'autre chose, et donc forcément quand votre propre père vous considère comme une arme qu'il doit avoir à ses côtés pour pouvoir régner sur le monde, non pas parce qu'il vous chérit mais juste parce que vous lui êtes utile, forcément vous répercutez un petit peu ça sur les autres et vous devenez un gros psychopathe, ce qui est devenu Azula, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Mais vous l'avez compris, en vous présentant ces personnages, je vous les présente pas je vous les présente d'une part parce que je les adore, mais surtout parce qu'ils ne sont pas manichéens. Et c'est assez rare dans des dessins animés pour enfants. Vous avez par exemple, voilà, je vous le rappelle, c'est Nickelodeon qui avait fait cette série. On va la comparer à une autre série de Nickelodeon, donc Bob l'éponge. Vous avez donc le méchant Plankton, qui est méchant parce qu'il veut voler la recette du pâté de crabe. On va pas se mentir, en termes d'inspiration, on n'est pas non plus sur quelque chose de extraordinaire, puisqu'il veut dominer le monde en fabriquant des pâtés de crabe. Voilà, en termes de scénario, ça se pose là également, alors que nous sommes face à des personnages principaux dans Avatar qui sont quand même beaucoup plus travaillés, vous l'avez bien compris. Mais il reste un personnage qui fait toute la différence, un personnage qui, pour moi, éclipse tous les autres. Même les personnages principaux, parce que ce personnage-là est si bien écrit et si bien pensé qu'à mon avis, il mérite d'être dans le top 10 des personnages les mieux écrits dans toutes les séries confondues, que ce soit des séries d'animation, que ce soit des séries tout court. Pour moi, ce personnage est un chef-d'œuvre d'écriture. Il s'agit de Toph Beifong. Toph. Motherfucking Toph. Comme les appellent les Américains. Il faut savoir que les Américains ont une énorme communauté et adorent cet animé, et donc forcément Toph est la coqueluche de tous. Pourquoi ? Bien, je vais vous l'expliquer très simplement. Imaginez-vous, dans un monde en guerre, beaucoup de vos parents doivent partir à la guerre. La plupart ne reviennent pas. Votre ennemi est mortel, possède une avance technologique extraordinaire. Vous savez que la guerre est peut-être perdue d'avance. Vous êtes une petite fille, d'âge à peine 8 ans ou 9 ans. Vous avez toujours vécu dans le luxe et l'opulence d'une famille très protectrice dans le royaume de la Terre. Vous êtes aveugle et votre famille vous surprotège. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver à part des malheurs ? Mais pas pour Toph. Parce que Toph est le plus grand maître de la Terre que l'univers d'Avatar ait porté. Toph est un personnage rustre, très dangereux. C'est une jeune fille qui ne manque pas de caractère, avec un humour désopilant et très agressif. Elle est ultra cynique. C'est un personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui rit même de son propre handicap. C'est un personnage qui fait des vannes sur les aveugles alors qu'elle est aveugle. C'est un personnage qui, je vous le rappelle, a été écrit pour être regardé par des enfants qui ont le même âge que ceux qui jouent dans la série, c'est-à-dire entre 10 et 13 ans. Un personnage qui est aveugle dans un monde en guerre aurait tout simplement dû mourir. Or, ici, il s'agit d'un des personnages principaux les mieux écrits de tous les temps, à mon sens, puisqu'il s'agit du personnage qui, par la suite, deviendra le plus grand maître de la Terre que l'histoire de l'univers d'Avatar ait porté. Alors, vous l'aurez compris, ces personnages sont très bien écrits, pour certains même extraordinairement bien écrits, mais c'est surtout par les thèmes qu'ils abordent que cet univers est si cohérent. Vous l'avez compris, je vous parle d'un dessin animé qui est fait pour des enfants de 10 à 13 ans, or, depuis le début, je vous parle de handicap, je vous parle de guerre, je vous parle de politique, mais je ne vous ai pas parlé de tout. Ce qui fait vraiment la force d'Avatar, c'est que c'est un dessin animé pour les enfants, mais qui ne prend pas les enfants pour des enfants. On avait l'habitude, à l'époque où la série est sortie, en fait, de prendre les enfants pour des débiles, plus ou moins, puisque les dessins animés ne volaient pas très haut. Encore une fois, je reprends l'exemple de Bob l'éponge. C'est un univers qui est très charmant, les épisodes se laissent regarder, mais c'était très rare d'avoir des épisodes qui se suivent avec un scénario qui va continuer épisode après épisode, donc il faut suivre. C'était très rare en fait de ne pas prendre les enfants par la main justement et de leur raconter des choses plus dures du monde réel. Et c'est ce que fait Avatar. Avatar va aborder des thèmes extrêmement durs, des thèmes
que l'on retrouve en fait aujourd'hui et que les enfants justement grâce à cet animé vont pouvoir appréhender avec beaucoup plus de facilité. Alors le thème principal évidemment c'est le thème de la guerre dans lequel dès l'épisode 1 vous êtes plongé puisque je vous le rappelle Aang sort de son iceberg après 100 ans d'hibernation et en fait va se retrouver confronté directement dès l'épisode 1 à la brutalité de la guerre puisque lui a disparu pendant 100 ans, il est l'avatar, il est celui qui doit restaurer l'équilibre sauf que lui il a 10 ans, c'est la seule chose qu'il veut c'est aller jouer avec les manchots au pôle sud et aller s'amuser. Mais la brutalité de la guerre va très vite le rattraper. Et pourtant, c'est montré ici, pour les enfants, de manière extrêmement simple, facile à comprendre. La guerre, c'est pas bien. Mais l'autre chose de la guerre qui est traitée de manière assez différente par rapport à d'autres productions, et même des films... même par rapport à des films de guerre, c'est que ici, la guerre est montrée non pas du point de vue des militaires et des stratèges, mais du point de vue des civils. Et c'est pour ça que cette notion est très importante, c'est parce qu'en fait, on va voir de tous les côtés, que ce soit des agresseurs et des agressés, des civils qui vont en fait vivre avec la guerre. Puisqu'il faut pas croire que parce que le royaume, la nation du feu a agressé les autres, tous leurs citoyens vivent dans l'opulence. Bien au contraire, vous vous en doutez. Il s'agit tout simplement d'un parallèle avec la vie réelle, puisque vous vous en doutez bien, lorsqu'un pays déclare la guerre à un autre, il y a forcément des conséquences dans les deux camps, que ce soit pour les levées militaires, que ce soit dans l'instruction, que ce soit pour les colonisations, il y a plein de choses qui vont être abordées dans cet animé. Il y a également bien sûr la politique, vous l'avez compris, donc je vous rappelle que ça s'adresse à des enfants de 10 ans. Donc essayez de faire comprendre qu'il y a des conseils de généraux, qu'il y a également un conseil d'État, qu'il y a des hiérarques, qu'il y a des présidents, c'est tout un programme de faire comprendre ça à des enfants de 10 ans. Mais il y a également quelque chose d'encore plus dur que ça à comprendre, et ça se passe à l'épisode 2 de l'animé, c'est un génocide. Oui, vous l'avez compris dans le titre de l'animé, c'est Avatar le dernier maître de l'air. Le dernier. Ça voulait dire qu'il y en avait d'autres avant, mais qu'il n'y en aura plus après. Tout simplement parce que la Nation du Feu a exterminé les compatriotes de Aang. Et c'est l'épisode 2. Voilà, vous avez donc à l'écran, pour des enfants de 12 ans, une scène absolument terrifiante, horrible et en même temps très émouvante d'un Aang qui retourne chez lui après 100 ans d'absence et qui découvre chez lui des centaines de cadavres de ses compatriotes qui ont été brûlés et massacrés par la Nation du Feu. Yes, un petit génocide. Un petit génocide pour les enfants de 12 ans, c'est toujours sympa, entre midi et deux. Mais rassurez-vous, il y a également d'autres thèmes beaucoup plus positifs et surtout qui sont beaucoup plus spirituel, vous l'avez compris. On va parler du bannissement, par exemple, et de l'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur? Qu'est-ce que c'est la notion de l'honneur? Puisqu'il y a toute la quête de Zuko pour essayer de le retrouver, qui, je vous le rappelle, est un méchant principal, mais ce n'est pas simplement un méchant, puisqu'en fait, il est l'antagoniste, et non pas le méchant. Et c'est là toute la subtilité de cette série, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a que des antagonistes qui, finalement, en fait, en fonction de leurs idéaux et en fait de leurs principes, certains de ces principes vont évoluer. Et vous l'avez compris, Zuko ne va pas rester un méchant tout le long de la série. Il y a également, bien sûr, un thème principal, c'est la quête spirituelle, puisque qui nous permet d'aborder des notions comme la vie, la mort, la justice, ou bien encore le pardon. Je vous rappelle qu'à l'épisode 2, il y a un génocide, il va falloir passer outre pour Aang, qui doit quand même ne pas oblitérer la Nation du Feu, puisque bon, ils sont quand même responsables de la mort de son peuple, et il possède plus ou moins tous les pouvoirs du monde, puisqu'il peut maîtriser les 4 éléments, et pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça fait beaucoup de dégâts quand il maîtrise les 4 éléments. Ouais. Mais il va devoir du coup apprendre à pardonner à ceux qui ont fait souffrir son peuple, puisqu'ils sont également un peuple, ils ont également une famille, ce sont des pères, des mères et des enfants. Il y a des notions de vie, des notions de mort, vous l'avez compris, puisque oui, il y a des morts dans l'animé, qui sont montrées ou pas montrées à l'écran. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et une des notions également les plus appréciées de la part des fans, et que j'apprécie également tout particulièrement dans cet animé, c'est son féminisme. Vous l'avez compris lorsque j'ai expliqué les personnages, au fur et à mesure, si vous avez bien compté, je vous ai présenté plus de personnages féminins que de personnages masculins. Car oui, c'est un animé féministe, mais qui ne se veut pas féministe. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait c'est un dessin animé qui n'a pas pris de parti de tout simplement plaire à un auditoire. Puisque ce sont pour les enfants. Les enfants n'ont pas encore ce découpage où justement on va montrer plus d'hommes ou de femmes. En fait ils ont juste, ils s'en foutent. Ils ont fait des tests évidemment, et en fait juste à partir du moment où l'héros est cool, ils s'en foutent que ce soit un homme ou une femme. Et donc du coup Avatar montre
autant d'hommes que de femmes à l'écran, avec autant de moments de brillance que de coups d'éclat, que de moments où ils sont un peu dans la sauce, quoi. Il y a des femmes extrêmement fortes, vous l'avez compris, avec Katara, avec Toph, avec Azula, ce sont des personnages qui sont extrêmement marquants. Vous avez des personnages qui sont parfaitement banals, comme par exemple des femmes soldats. Car oui, la guerre touche tout le monde, y compris les femmes, et ça c'est quelque chose que la série a très bien su transmettre sans mettre l'accent dessus. Vous avez peut-être 2 ou 3 apparitions de femmes soldats, mais tout autant que des hommes soldats. Il y en a autant, puisque en fait il n'y a pas d'inégalité dans ce monde-là, puisque tout le monde est au même niveau. C'est la guerre, tout simplement, donc il n'y a pas de sexe pour la guerre, et ça l'animé le montre très bien. Alors, cet animé a également connu et a tellement eu un grand succès que forcément il y a eu des suites. Il y a eu notamment, donc la suite la plus connue, c'est la légende de Korra, qui raconte l'histoire de l'avatar qui se trouve après Aang, donc l'avatar qui donc du coup se réincarne, puisqu'il est un garant d'une passerelle entre le monde des vivants et des morts. Forcément cette passerelle doit se transmettre à un autre après sa mort. Je ne parlerai pas de la légende de Korra dans cette chronique, peut-être une autre fois, on ne sait pas. Il y a également eu de nombreux comics, donc c'est une œuvre qui est cross-média, donc il y a eu plein de comics qui racontent plein de petites histoires parallèles qui se trouvent essentiellement juste après la fin de la saga principale d'Avatar. Bref, cet univers est très riche, il est encore aujourd'hui beaucoup suivi, et cet univers est tellement riche que d'ici 1 ou 2 ans, on ne sait pas encore, Netflix va bientôt faire une adaptation en live, que je vous avoue j'attends avec impatience et un petit peu peur, en même temps, puisque j'adore tellement cet univers que j'ai peur qu'il fasse comme l'a fait M. Night Shyamalan avec son film qui, j'espère que vous ne l'avez pas vu, puisque c'était pas terrible. Voilà, pas terrible. Et encore, c'est gentil. Voilà, je suis quand même très mesuré dans mes propos, mais voilà, je pas aimé ce film. D'ailleurs, je l'ai pas vu en entier, j'ai regardé 10 minutes et c'était déjà suffisamment suffisant. C'est radical. Voilà, j'ai pas pu. Mais voilà, pour arriver à une conclusion très simple, vous l'avez compris, c'est un de mes animés préférés, avec un univers et des personnages qui sont riches, très hauts en couleur, débordant d'humour, avec des moments extrêmement marquants, des musiques qui collent à chaque ambiance. Une petite recommandation tout de même, essayez de passer les 7 premiers épisodes. Ils sont très importants, donc il faut les voir, mais les 7 premiers épisodes sont des épisodes un peu pilotes, entre guillemets, et donc forcément sont un peu gaminous, voire même un peu du niveau de Bob l'éponge, tant l'humour et le désamorçage de certaines scènes d'action peut faire un peu pâlir, mais croyez-moi, ça vaut le coup de persévérer et d'aller voir cet animé. Je vous le recommande et le conseille avec beaucoup de chaleur. Voilà, j'avais prévu une chronique de 15 minutes, ça fait 45 que je parle. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi, j'étais en train de dire, waouh, c'est longue 15 minutes. Voilà, je vais donc vous laisser sur ceci, Yes. Allez voir Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une pépite d'animation, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette série. Voilà. Et merci Mika pour t'exagères 45 minutes, on est à 40 minutes à peu près je pense. Seulement 40 minutes. Seulement 40 minutes. Bon, on fait le hors-série sur Avatar là, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, jetez vos chroniques, moi je parle de la légende de Korra, là c'est parti. La semaine prochaine, hop, on parle de la légende de Korra, on en a pour 3h30, c'est parti. Merci Mika du coup pour cet engouement pour Avatar qui est une très bonne série. Allez la regarder. Fut un temps, elle était sur Netflix il y a peu, j'ai regardé pendant ta chronique. Apparemment elle y est plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est fort dommage, mais elle n'y est plus. Mais allez la voir sur allez la voir là où vous savez où vous pouvez la voir. Voilà. C'est très facile à trouver, je pense. Bref. Pas tant. J'ai galéré. T'as galéré, moi à l'époque j'arrivais à trouver. Tu me diras, les sites de streaming ont un peu perdu de leur superbe. Moi je t'avoue qu'en fait moi je les ai depuis très longtemps. Et du coup en fait j'ai voulu les re-regarder parce qu'il y en a certains que j'ai en mauvaise qualité. Et sinon en vrai achetez-les en DVD et regardez-les tranquillement chez vous. Moi j'ai ce problème, c'est que ça vaut le coup de les acheter, je pense. Moi j'ai ce problème, c'est que du coup vu que je les regarde essentiellement sur mon PC, j'ai plus de lecteur de disque. Du coup je cherchais des versions dématérialisées à acheter et en fait j'en ai pas trouvé. Du coup si vous avez des bons plans, je suis preneur parce que je les trouve pas. Mais oui, si vous avez l'occasion, les coffrets valent le coup, ils sont assez jolis et puis c'est des choses qui vont plus ou moins prendre de la valeur. Hein. Après la sortie de la série Netflix, je pense qu'il va y avoir de l'engouement, donc c'est peut-être le moment d'en profiter parce que ce sera peut-être encore pas trop cher. Okay. Donc voilà. Je sais pas quand cet épisode sortira, peut-être que ce sera déjà trop tard, mais ouais, c'est le 10ème, donc écoute, il sort dans 10 semaines. Non, attends, il y a l'épisode 3 qui arrive lundi, donc il sort dans 7 semaines. Ouais, dans 2 mois. Voilà. Bon, ça va. On a encore le temps. On a encore le temps. On a encore un petit peu de temps, ouais. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien.
à la fois aux gens qui vous entourent, mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces 2 emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que eh bien, cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.